Bonjour, mesdames et messieurs. Bon matin, jeudi le 15 juin. C'est jour de paye aujourd'hui. Comment vous sentez-vous dans votre salon? Parce que le thème aujourd'hui, êtes-vous... Je voulais que ce soit, êtes-vous une consommatrice compulsive? Mais finalement, le comité de la censure a statué. Êtes-vous un consommateur compulsif? N'est-ce pas, Geneviève? T'es bien mal placé pour parler, mon excellent Stéphane, parce que tu m'as toi-même avoué que tu étais un consommateur compulsif et que l'argent te brûlait entre les doigts. Alors, c'est une question de nature et non de genre. Exactement, mais moi, je ne renie pas mes gènes féminins du tout. J'en suis fier, d'ailleurs. C'est bien. Toute ta belle sensibilité, ton caractère ouvert, chaleureux, dynamique, c'est ça? Métrosexuel. Oui, métrosexuel. Regardez Écoutez, mon bel habillement ce matin en vert pomme. Il faut que je raconte quelque chose. Oui, tu sais que vas-y, tu es devenu, je dirais pas une icône de mode, mais presque. Presque, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de tes cravates. Alors, j'ai un ami styliste. Dolce Gabbana ce matin, belle cravate italienne. C'est pas le motif. Non. Et une dame. C'est l'agencement, quoi. Marie-Claude a dit que c'est beau, elle. Et une dame d'Outremont qui me disait ah, mais ce maire, il est fantastique, mais ses cravates, dites-lui, ça va pas du tout. Alors, à Outremont, imagine-toi. Alors, sais-tu, c'est quoi le problème? Dis-moi pas qu'on s'abaisse à nous écouter à Outremont. Ben, les gens t'adorent. Les femmes t'adorent. Les femmes de certain âge, d'ailleurs. De certain âge, c'est rassurant. Ça veut dire que je pogne auprès de... Mais tu pognes auprès de toute la gente féminine. Mais sais-tu, c'est quoi le problème? C'est un problème de matière et de texture. Quand on porte une chemise d'une matière mate, on se met pas une cravate brillante comme hier et le contraire. Ah. Alors, tu peux juste apprendre ça. Sinon, moi, j'aime bien tes agencements... hétéroclites. Oui, mais très anglais, très Paul Smith. Là. On peut vivre avec ça. Bon, mais pense à tes matières. Alors, ils sont plusieurs à regarder ça chez toi. Parlant de choses controversées, on quitte l'habillement maintenant pour parler d'Orford. Apparemment, il y aurait quelque chose bizarre entre les contributions au parti politique du Parti libéral. Vous l'avez vu dans les journaux ce matin, on apprend que plusieurs personnes proches de la compagnie Mont Orford Inc. ont contribué à la caisse du parti. Est-ce un péché? Non, on tombe en bas de nos chaises. Comment ça? Ça fait longtemps. C'est le vieux patronage qu'on a toujours connu. Les libéraux à Bromont et tout ça ont toujours été pris dans des histoires de la sorte. Tu contribues, le parti te rétribue finalement. Ah oui, le retour d'ascenseur. Le retour d'ascenseur. Mais si c'était des péquistes qui avaient contribué, est-ce qu'on en ferait un plat? Mais non, si c'était des péquistes qui étaient promoteurs auprès de Mont Orford? T'es tellement malhonnête. Je t'ai entendu ce matin dire cet argument-là. T'es tellement malhonnête. Parce que regarde, là, on parle pas de n'importe qui. Là, on parle de Claude Boulay, qu'on a vu dans les audiences du scandale des commandites. Son excellente épouse, Diane Deslauriers, toute pimpante et vêtue de couleurs vives, elle aussi qui a contribué. Ensuite, on trouve Paul Gobeil. Paul Gobeil, c'est un homme, je pense, c'est ça qui me fascine. Voilà des gens extrêmement riches. Mais c'est des gens d'affaires. Des gens d'affaires, mais extrêmement riches. Et ce gouvernement-là, le gouvernement Charest, on dirait qu'il se comporte comme le gouvernement Bush. C'est-à-dire, donnons de plus en plus aux riches. Graissons nos amis les riches qui finance notre caisse électorale et à qui, finalement, on fait un renvoi d'ascenseur. Je trouve ça à sa face même. On le voit, là, c'est pas transparent, pas en tout, c'est gros comme le... Mais non, au contraire, c'est la transparence. La preuve que ça fonctionne au Québec, c'est la loi sur le financement des partis politiques oblige la publication des noms de toute contribution de 200 $ et plus. Alors, on est là, les preuves, c'est quoi le problème? En fait, c'est pas que c'est pas transparent, c'est qu'on a une apparence de conflit d'intérêts immense. On a une apparence de partisanerie, de népotisme. C'est gros comme le nez au milieu de la face, puis on se fait passer ça dans la face. Mais comment se fait-il que Louise Arel, en chambre, hier, à la période de questions, le dit à l'Assemblée nationale sous le couvert de l'immunité parlementaire, mais elle n'a pas le courage de le dire publiquement? Parce qu'elle veut pas avoir un huissier qui l'écœure puis qui donne un papier à 8h moins quart à la tomate comme toi. Ah, donc toi, t'en veux un huissier? Mais non, j'en veux pas d'huissier. Moi, moi, ce que je fais, je rapporte ce que je lis dans les journaux. Voilà. Mais tu peux pas me dire que tu trouves ça normal, sincèrement. En tout cas, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand tu vois ces gens-là, puis la richesse, moi, ce qui me fascine, c'est que ces gens-là sont ultra riches. Ils siègent sur un paquet de conseils d'administration. Ils mangent à tous les râteliers, puis ils en veulent encore. Mais au-delà de la contribution politique, Geneviève, moi, je pense que où le bas blesse dans Orford, c'est qu'il n'y a pas personne qui est capable de nous convaincre du bien fondé du projet. On ne fait pas du développement durable avec le Mont Orford en construisant des condos. Non, sans doute pas. Bon. Sans doute pas. Et là, ça nous amène à parler d'un autre sujet en matière d'environnement, le fameux port méthanier à Québec. Les gens de Québec qui vous nous écoutez, le projet Rabasca, on apprend qu'il y avait probablement des études environnementales qui critiquaient ou supportaient le projet, peu importe. Et quand on demande où sont les études n'existent pas. C'est pas la première fois. Claude Béchard est-il en train de perdre sa crédibilité? Souvenez-vous du pont de l'autoroute 25 il y a 2 mois, quand le Conseil régional de l'environnement de Montréal voulait avoir accès à la fameuse étude environnementale qui supportait le projet. On s'est aperçu
malgré les déclarations de Claude Béchard, que l'étude n'existait pas. Et c'est la même chose dans le cas du port méthanier. Claude Béchard, c'est-tu le bras armé de Jean Charest? Moi, j'ai l'impression, en tout cas, voilà le genre d'homme. Et si on faisait de l'étude psychomorphologique, je dis, ça va te faire rire, ça, c'est encore une façon psychomorphologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu regardes le visage, puis tu essaies d'imaginer. Ça, c'est très féminin, probablement, comme approche, de l'approche psychologique. Mais tu vois ce gars-là et tu dis, mon Dieu, il ne se peut plus de licher son chef. Il ne se peut plus de vouloir faire partie de la cour rapprochée de son chef. C'est fascinant. Tu le vois, là, puis Jean Charest, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, boss? C'est l'impression que j'ai. Mais ça, c'est un point de vue qui n'est pas scientifique. C'est juste une intuition féminine. Voilà. C'est votre sixième sens. Et ça m'amène à parler du projet de relance de la MIL Lévis. Je parlais avec Martin Pouliot ce matin à CFOM. Un homme de gauche? Non, un homme intelligent. Martin Pouliot me disait, Stéphane, s'il avait fallu construire aujourd'hui le chantier maritime MIL Lévis, est-ce qu'on aurait eu les pousseux de pancartes contre le projet? Alors que là, tout le monde espère la relance de la MIL Lévis. C'est une maudite bonne question, ça. Il n'y a pas personne qui est contre la relance de la MIL Lévis. Mais s'il avait fallu créer ce chantier-là aujourd'hui, est-ce qu'on n'aurait pas le même débat qu'à Rabasco actuellement? En fait, c'est l'idée, c'est l'espèce de paradoxe. De repousser éthique, tous les grands projets? Non, éthique entre la création d'emplois puis des préoccupations d'ordre écologique ou environnemental. C'est la vertu contre l'argent. C'est toujours la même affaire. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un équilibre? Je ne sais pas. Je ne suis pas... à la place de ces gens-là. Pendant ce temps-là, les grands projets fuient le Québec, puis on se demande pourquoi le taux de chômage au Québec est un des plus élevés au Canada, après le Nouveau-Brunswick. Et on dit que le Québec est pauvre et que le Québec s'immobilise et que c'est bien embêtant de Pendant ce temps-là, à Calgary, il y a un nouveau quartier résidentiel qui pousse à tous les 6 mois, mais par contre, c'est la province qui produit le plus de gaz à effet de serre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire une balance là-dedans? Aimerais-tu ça, à Calgary? Tu serais cute avec un petit casque de cowboy. Je n'irais pas ça parce que là-bas, c'est le pays du stampede, des cowboys et des chevaux sauvages. Il y a beaucoup de Mustangs là-bas. Beaucoup de poulets chadomptés. Oui. Alors voilà. Maintenant, on va parler d'un triste cas de jaunisme journalistique. Si vous avez votre journal de Montréal en main, allez à la page 9, colonne de droite, où, encore une fois, on s'attaque à la lieutenant-gouverneur Lise Thibault en disant que Madame, pendant qu'elle est partie jouer au golf à Bromont, on doit dépêcher un fonctionnaire aux frais des contribuables pour lui faire signer des projets de loi. Que de bêtises, que de conneries. Lise Thibault, qui, elle, a prorogé son mandat à la demande de Jean Charest. On sait que son mandat de lieutenant-gouverneur est expiré. Elle continue à servir l'État québécois. Et savez-vous ce qu'elle faisait à Bromont, bande de langue sale de la presse canadienne? Le journaliste qui n'a pas eu le courage de mettre son nom sur ce communiqué de presse-là. Madame Thibault présidait une fondation à son nom, la Fondation Lise Thibault, un tournoi de golf qui était organisé par les rôtisseries Saint-Hubert. Pourquoi? Pour acheter justement de l'équipement pour les personnes handicapées au Québec. Et ça, c'est un événement qui avait été organisé il y a longtemps. La lieutenant-gouverneur a un agenda chargé. Elle fait plusieurs milliers de kilomètres des fois par jour, justement, pour lever des fonds, pour venir en aide aux personnes démunies. Elle est même venue chez nous il y a quelques mois, justement, pour nous encourager. Chez vous, ça, c'est le beau village d'Huntingdon. La ville d'Huntingdon, oui. La ville d'Huntingdon. Excuse-moi, la langue m'a fourché. Et tu sais pourquoi on a le statut de ville? Sais-tu pourquoi on a le statut de ville? Non. Parce qu'on est une ancienne ville militaire. Formidable. Voilà. C'était ton lieu tout désigné, oui. Stéphane. Et elle est venue chez nous nous encourager dans la relance. Moi, elle m'a serré la main personnellement. Elle a dit, Monsieur Gendron, vous avez beaucoup de difficultés avec le politique aujourd'hui, mais continuez votre combat. Vous avez du courage et vous allez passer au travers. Et ça, c'est une femme de cœur. Et ça fait des mois que la presse jaune de Québécois s'acharne sur son dos, essaye de trouver des pécadilles, alors que c'est une femme de service. Mais c'est ça qui est fascinant. En fait, quand tu parles de la presse jaune et tout ça, c'est cette espèce de manie qu'on a au Québec. Ils ont fait ça, le Journal de Montréal, avec d'autres personnalités, là, ou d'autres, en fait, personnages publics. C'est de traquer la personne qui est en situation de pouvoir pour essayer de montrer qu'elle fait des accros, alors que c'est tout à fait dans l'esprit de la gouvernance d'un peuple, d'une nation, d'un parlement qui se tient, d'une province, à la limite, d'avoir des personnes qui ont des statuts spéciaux, entre guillemets, et c'est tout à fait normal. Et elle avait une espèce de substitut, le fameux juge Gendron, qui est allé porter les paperasses, et c'est pas plus grave que ça. Même chose. Drôle, hein? Même acharnement, je te dirais, pour quelqu'un pour qui moi j'ai une immense admiration. Toi, Eva, à Mme Thibault, t'as beau. Moi, j'avoue que Michaëlle Jean est une femme que j'admire pour sa conviction dans ses idées, pour son espèce de caractère tête de cochon qui fait qu'elle va essayer de passer ses idées à travers le système
tout en infiltrant le système. C'est la seule façon, d'une certaine manière. Oui, mais là, elle a fait faux bond à la reine Élisabeth. Elle a fait faux bond à la reine Élisabeth. Mais oui, mais écoute bien, elle est allée à sa fête. Il y a eu une autre affaire, là, puis elle était allée. Elle n'a pas besoin d'aller se montrer là. Il y avait l'Australie, puis les Bahamas qui étaient là. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller là? Encore là, ça, c'est le National Post qui rapporte ça ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a à la poursuivre? On dit qu'elle a préféré aller à des trucs où elle était invitée depuis plus longtemps, entre autres une pièce de théâtre qui racontait sa vie avec des jeunes noirs. Elle, ça lutte, Michaël Jean. Peut-être que Mme Thibault, c'est les handicapés. Michaël Jean, c'est les communautés ethniques, des gens dans le besoin, des jeunes dans le besoin, leur donner des modèles pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté, de la criminalité et tout ça. Mais est-ce que c'est la jalousie? Tout à fait dans son mandat. Est-ce que c'est la jalousie qui mène ce monde-là? C'est peut-être la jalousie, mais c'est surtout une mentalité de petit. Petit, comme chez nous. Pas chez nous. Vous savez que la ministre des Affaires municipales délègue 2 inspecteurs pour enquêter sur mes comptes de dépenses pour voir si j'ai acheté ma Mustang aux frais des contribuables ou si je vais aux danseuses avec la carte de crédit de la ville. J'espère que tu fais pas partie de ces idiots qui vont aux danseuses. Non, mais je te dis, le Club des crottés, présidé par un élu que je ne nommerai pas, est sur mon dos depuis tout ce temps-là, puis ça fait 2 fois qu'on enquête, ça fait 2 fois qu'on trouve rien, puis ça continue pareil. Alors, savez-vous ce que j'ai dit au sous-ministre, M. Jean-Paul Beaulieu, à Québec? On n'a pas de temps à perdre, M. Beaulieu, vous reviendrez à la fin août, on a d'autres choses à faire, et les portes de l'hôtel de ville vont être fermées si vous venez en juin, c'est tout. Moi, je suis écœuré d'avoir les bois d'un roux par le Club des crottés, qui essaye de fouiller, est-ce que le maire fait ci, est-ce que le maire fait ça? À chaque fois qu'on a un leader dans une communauté qui essaye de tenir debout, on y met la bois d'un roux. Fait que le Club des crottés va tomber aux prochaines élections provinciales. Puis en plus, mon excellent Stéphane, si ces gens-là te connaissaient un peu, ils sauraient que tu te nourris de fast-food et que tu ne prends pas de boissons alcooliques. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont cherché. Il n'y aura pas de compte de dépenses dans des restaurants fastueux. Mais non, mais le grand Paul Larocque de TVA attend mes comptes de dépenses. Je lui ai dit qu'il allait attendre encore un petit bout de temps. Alors, Font-tu des factures dans tes restaurants de fast-food? Ben non, je paye ça de ma poche. OK. Voyons donc. Alors, tu veux me parler de moi-même, oui, encore une fois? Le bon maire Gendron, qui ouvre à bras ouverts sa ville au Trusevich, un couple d'agriculteurs belges qui ont été, qui ont eu des problèmes de supposé racisme dans une localité où ils étaient installés. Oui. Et toi, tu leur as dit, venez chez nous à Huntindon, nous leur ouvrons les portes. Veux-tu que je te raconte notre histoire? Non, hein, c'est pas la place. Mais, mais raconte l'histoire de ces Trusevich. Là. Alors, c'est une famille originaire de Belgique qui s'est établie à Saint-Magloire, dans la région de Bellechasse. Ils s'étaient établis ailleurs, mais finalement, ils ont abouti dans la région de Bellechasse. Ils ont eu 2-3 business, là. Exactement. Et là, ils voulaient partir une résidence de personnes âgées. Et ils achètent la bâtisse, font tout le setup en collaboration avec le CLSC, vont à la mairie, on l'appui du maire dans leur projet, on passe des résolutions pour les appuyer. Et quand on fait une journée porte ouverte, il n'y a pas personne qui va louer. Quand on se promène sur le trottoir, apparemment, les gens changent de trottoir pour pas les affronter. Il y a des gens qui ont répandu des rumeurs sur eux. Là. Exactement. Ouais. Alors moi, je leur ai dit, mais écoutez, chez nous, on a une population vieillissante. Le domaine des résidences privées de personnes âgées est en pleine croissance. Il y en a même une qui est à vendre, venez chez nous. Et je reçois un beau courriel hier, ils sont prêts à venir chez nous. Donc, une autre entreprise qui va naître. Et deux, trois beaux votes pour le maire Gendron. Non, il n'y aura pas 2-3 beaux votes parce que je ne me représente plus. C'est fini, c'est mon dernier mandat. C'est parce que tu ne peux plus ou c'est parce que tu ne veux plus? Non, c'est parce que j'ai toujours dit que 2 mandats, c'était assez. Si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même en 2 mandats, c'est que tu es un pourri. Voilà. Bon, alors, la question de Luc X, le pédo qui avait baisé sa fille sur Internet. On se souvient que... Abusé, c'est mieux de dire abusé que abusé, violé, sodomisé, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu de la pénétration et tout le kit, c'était dégueulasse. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Oui. 15 ans de prison imposés par le juge de la Cour supérieure Ville-et-Demie, révisé à la baisse par la Côté de la Cour d'appel. Non, elle ne mérite pas le titre de madame, parce qu'une dame, c'est une femme qui respecte les enfants. Alors, elle avait dit, la Côté, dans son jugement, que, il n'y avait pas de preuve de pénétration, il n'y avait pas de preuve médicale. Pas de preuve de violence. Exactement, que c'était une violence normale, rien d'excessif, on ne l'avait pas battu, bâillonné. Et elle avait même dit, mais vous savez, c'est sa fille qui demandait à aller coucher avec son père. Épouvantable. Alors, bonne nouvelle hier, et ça me donne raison un peu, ça me fait chaud au cœur. Le procureur de la Couronne du Québec va porter cette cause devant la Cour suprême. Et c'est Étienne Phoenix ici qui avait eu vent de cette nouvelle-là hier vers 3h30. Alors, on verra ce que ça donnera. Apparemment, la savante juge aurait erré en droit. Moi, c'est ce que j'allais dire. Elle a erré en jugement, là, ça fasse même. Là, oui, ça, c'est la façon polie de dire qu'elle s'est plantée un doigt dans l'œil, puis qu'elle n'avait pas de jugement, puis qu'elle devrait peut-être sortir du banc. Et moi, je fais la promotion qu'en matière pénale et criminelle, on devrait faire comme certains États américains, élire nos juges, et quand les sentences sont bonbons, ou les juges n'ont pas d'allure, enlevez-vous du banc et ça se termine là. C'est tout. Il faut qu'on soit imputable devant la population.
n'est-ce pas? Oui, mais là, ça veut dire à quelque part que tu dis qu'il n'y a pas de droit à l'erreur dans ces cas-là. Non. En matière criminelle, c'est la protection de la sécurité publique et des gens qui sont en cause et tu n'as pas le droit à l'erreur. Je comprends qu'il y a un processus d'appel, mais ça, c'est une erreur grossière qui est inexcusable. Et le tribunal de l'Inquisition du comité de discipline aura beau dire, aura beau faire, ils ne m'auront jamais. Je n'ai pas de temps à perdre à me soumettre à l'Inquisition. L'Inquisition, ça date du Moyen Âge. Alors, le sujet du jour, mesdames et messieurs, êtes-vous un consommateur compulsif? On voit qu'on est bombardé de toutes sortes de publicités à l'heure des technologies modernes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le goût de dépenser? Est-ce que l'argent vous brûle entre les doigts? Toi, Geneviève? Et pourquoi la consommation est devenue une nouvelle dépendance qui est reconnue comme telle? Oui. Mais cette idée-là nous est venue parce qu'on a vu ce matin qu'il y avait une enquête qui avait été faite sur un nouveau type de consommateur. Tu sais, après les DINKs, les double income. Explique-nous ça. Là. Il y a eu une espèce de tendance, de mouvance dans le domaine de la consommation. Bon, on parlait des double income, no kids, les couples. C'est quoi ça? Les couples, soit gays ou hétéros, qui n'ont pas d'enfants et qui ont deux salaires et qui sont dépensiers, qui voyagent et qui font plus d'argent que la moyenne des ours. Il y a aussi eu les bobos, là, qui étaient des dépensiers, mais avec des préoccupations écologico, moderno, tout ça. Et là, on s'est aperçu qu'il y a des consommateurs actifs. Alors, cette fois-ci, on ne les catégorise pas par tranche d'âge. En fait, c'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire de mentalité. Alors, ce sont des 15-49 ans qui ont plus d'argent que la moyenne. Ils gagnent, on dit, plus de 44 000 par année. Des gens qui ont quand même une espèce de liberté d'esprit, qui regardent 38 de moins de télé que la moyenne des gens du même groupe d'âge et qui écoutent 40 moins de radio, qui aiment être informés, mais qui lisent pas nécessairement, ils lisent moins les journaux que d'autres et qui ils se fient sur leurs propres sources et Internet pour être informés, qui ont 2,4 fois plus de chances d'avoir complété un baccalauréat. Donc, des gens, en principe, instruits, tout ça, et qui sont très dépensiers, mais d'une forme de dépense, ils vont sortir dans les bars, ils vont voyager. D'où l'endettement des gens. Ils vont dépenser en vêtements et tout ça. Puis le frigidaire casse, puis ils font faillite. Pour faire une histoire courte. Je suis pas sûr qu'ils font faillite, mais en tout cas. Alors, c'est l'article qui nous a inspiré pour vous demander si vous êtes des consommateurs compulsifs. Alors, la question aujourd'hui, on vous invite à nous appeler. Êtes-vous un consommateur compulsif? Téléphonez-nous tout de suite, sautez sur votre téléphone 790-0874, 1-877-790-3535 ou par Internet www.tqs.ca. Alors, bienvenue à l'émission L'Avocat et la Diablesse. Ce matin, on s'interroge, êtes-vous un consommateur compulsif? Mais les gens, je pense que les gens sont de plus en plus des consommateurs, mais en même temps, parallèlement à ça, tu sais qu'il y a tout un mouvement de simplicité volontaire. Alors, des gens qui se sont rebellés, si tu veux, contre le système. En général, ce qui me fait un peu rire dans la démarche des volontaires, là, la simplicité volontaire. Des simples volontaires, c'est que souvent, ce sont des médecins. Ce sont des gens qui ont déjà fait de l'argent, qui ont eu le temps de réfléchir et qui, là, tout d'un coup. Mais il y a des gens qui ont... C'est correct, ça. Il faut que tu aies goûté à cette affaire-là pour pouvoir te faire une tête. Oui, mais en même temps, il y a des gens qui sont obligés à la simplicité involontaire parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et je trouve ça... Il y a quelque chose d'un peu outrecuidant là-dedans qui me fatigue un peu. Ça fait snobinard un peu? Je sais pas si c'est snobinard, mais en tout cas, c'est plus facile d'accéder à la simplicité volontaire quand tu n'as pas connu la simplicité involontaire, c'est mon avis. Alors là, mais en même temps, ces gens-là vont nous pousser, les autres sont dans l'extrême. Ces gens-là, en fait, ils ont mis quelque chose dans la société, une réflexion, en tout cas, qui est intéressante. Il y a quelqu'un qui a un excellent... Quoi? On entend des bruits étranges. Ici, l'au-delà nous parle. C'est mon téléphone que je n'ai pas fermé, mesdames et messieurs. Je m'en excuse. Mais il faut que je vous raconte une petite anecdote de consommation compulsive. Il y a quelques années, je vous dirais à peu près une dizaine d'années, à un moment donné, ma femme a travaillé dans un poste de cadre assez élevé, puis elle faisait beaucoup d'argent, puis à un moment donné, elle avait un bonus au rendement. Fait que je lui ai dit, donne-moi ton chèque de bonus, je vais m'en occuper. Alors... ça reste comme ça. Tout d'un coup, ma blonde arrive. On restait dans Notre-Dame-de-Grâce. Et un boom truck. T'habitais la ville, la grande ville, toi? Oui. Fait que le boom truck arrive, commence à lever ça avec la grue parce qu'on était dans un deuxième étage. Un beau piano à queue de concert 9 pieds que j'avais acheté à Radio-Canada. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus accès à l'argent. Je sais pas pourquoi.
Hein? J'ai pas de regret, par contre. Ça n'a pas fait de flamèche, mais c'est vrai, moi, à un moment donné, l'argent me brûle les doigts. Mais c'est ça que tu disais. Tu disais, en fait, c'est ta femme qui te gère et te, Oui. Comme là, elle m'a donné 10 piastres ce matin pour mon petit argent de poche, payer mon parcomètre, payer mon déjeuner au McDo, 9,08 $. Qu'est-ce que tu manges pour 9,08 $ dans un McDo? 2 numéro 6, un bagel BLT avec les hash browns, puis un bon petit Coke Diet format réduit, 9,8 pour les 2 trios. C'est très bon. Alors, je suis en laisse sur le plan financier. Alors, on prend un premier appel. Bonjour, Denis. Êtes-vous un consommateur compulsif? Oui, ben j'ai eu la phase comme toi, Stéphane, là, que l'argent me brûlait, là. Oui. Fait que je me suis dompté assez vite là-dessus, là. À cette heure, je me fais ma propre opinion sur les. Mais moi, ce que j'ai peur, là, c'est pour les enfants. Moi, j'ai 3 enfants. Oui. Et puis, je me bats contre ça à tous les jours, la publicité avec eux autres. Si tu vas pas en vacances à telle place, c'est pas bon. Si tu manges pas telle affaire, c'est pas bon. Si j'ai pas telle sorte de vêtements sur le dos, c'est pas bon. Oui, on vous bombarde de publicité sans arrêt. C'est terrible, c'est terrible. C'est pas parce qu'ils écoutent tellement la télévision, c'est l'environnement au complet, là. Les amis, les journaux, ils lisent, même leurs revues pour enfants qu'on leur achète. C'est plein de publicité dans ça, puis On finit par s'identifier. Oui, puis ils commencent très jeunes à être des petits consommateurs, puis à faire même entre eux ce qu'on appelle de la micro-compétition, c'est-à-dire même des enfants dans les cours d'école, il y a une compétition par rapport à ce qu'ils portent comme vêtements ou à ce qu'ils ont comme espadrilles, puis tout ça, c'est terrible. C'est de là le retour aux uniformes là, qui serait un bon moyen de combattre ça. Aussi, ça, c'est un des effets pervers, ça entraîne le taxage, parce que là, ils disent, ton côte de cuir de telle griffe, c'est à moi, sinon je te casse la gueule. C'est dans la nourriture aussi. Si tu arrives avec telle sorte de collation, ben là, c'est meilleur que l'autre. La micro-compétition, c'est un phénomène qu'un sociologue a identifié comme tel. Là, je sais pas, le cave qui passe son temps à m'appeler, là, on est en onde, les gens savent que je suis en onde, le téléphone sans arrêt. Vraiment, là, il y a des caves sur la planète. Mais vous avez tout à fait raison, puis on finit par s'identifier, puis après, si t'as pas telle griffe, ben t'es un loser. Ben c'est ça. Puis moi, je veux dire, moi j'ai 40 ans, là, puis on se bat contre ça à tous les jours. C'est épouvantable, ça demande une énergie terrible, parce que faut leur faire comprendre que c'est pas nécessairement ça la bonne chose. Mais à un moment donné, les méthodes pédagogiques pour combattre ça, il en existe pas pour tout de suite. Là. Parce qu'il y a un environnement qui est trop fort. Mais est-ce qu'on peut se dire qu'on vit dans une société dont les deux valeurs principales sont l'argent et le paraître? Oui. Et c'est ça, l'idéologie dominante, c'est ça. Pas ce que t'es, de quoi t'as l'air. Absolument. Et combien t'as d'argent, et les deux vont un dans l'autre, puis ça prend des parents extrêmement vigilants. C'est artificiel, c'est tout ce qu'il y a de vite, c'est vite. Faire à manger, prendre une heure pour faire un bon repas, là, ils comprennent pas là, qu'aujourd'hui que ça a bien plus de valeur que d'acheter quelque chose tout fait. Puis, parce que pendant que tu manges avec les enfants, tu leur instilles tes valeurs. Absolument. Tu prends le temps de les arrêter, de leur parler. Ouais. Mais dans la plupart des familles, j'avais lu des statistiques là-dessus, je pense qu'ils se prennent même pas 3 repas. Non, puis souvent, ensemble. Les repas se font devant la télévision en plus. Merci, Denis. Merci, Denis. Salut bien. Très intéressant. Alors, c'est le temps d'aller à la pause. Donc, on vous demande aujourd'hui, êtes-vous un consommateur ou une consommatrice C'est un homme qui nous a téléphoné le premier, je te ferai remarquer. Alors, voilà. Dans les courriels, sur notre sujet, êtes-vous un consommateur compulsif? Ici, Yvon de l'île Perrot dit « Tout est fait pour la consommation compulsive, les cartes de crédit et surtout ces plans qu'on retrouve dans les magasins, acheter tout de suite et payer dans 2 ans. Et quand on commence à payer, c'est un taux d'intérêt de 22 % avec les compagnies de crédit. Et là, on est étouffé à la gorge. Puis après, vous savez que le taux de faillite augmente sans cesse là, au Canada. Mais en fait, en plus, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas d'argent. Des gens qui ont de l'argent, qui sont à leur affaire dans l'argent, ils n'achètent pas maintenant, puis ils ne payent pas plus tard. Non, ils payent tout de suite. Ils payent tout de suite. Cash. C'est bien Moses, hein, mais c'est fait pour encore rendre le petit plus dépendant du système. Moi, j'ai 2 excellents courriels, entre autres Jean-François de Québec qui dit... Bon, puis c'est un jeune homme de 26 ans. Il dit « J'étais consommateur compulsif et j'ai fini par réaliser que je n'étais pas plus heureux. Aujourd'hui, je consomme, ça c'est intéressant, des loisirs, des vacances, des activités de plein air. Je n'ai pas de cinéma maison, pas de gros système de son et pas de Mustang, même si j'aimerais bien ça. » Il dit « J'ai 26 ans, je trouve difficile de résister à la publicité et une femme dans laquelle je me reconnais, dans laquelle plusieurs femmes vont se reconnaître, elle a 24 ans. Elle dit qu'elle est une femme éduquée, mais qu'elle se considère comme une grande consommatrice et que sa consommation excessive se reflète surtout dans les vêtements, les accessoires de mode et les soins physiques. Elle dit que la société est superficielle, elle incite les gens à consommer
pour améliorer leur image physique. Tu sais qu'à un moment donné, on peut se faire faire des chirurgies esthétiques par carte de crédit, c'est quand même quelque chose. Oui. Elle dit, nous nous valorisons parce que nous avons l'air et parce que nous avons. Et elle dit, ce qui est remarquable, c'est que les gens en veulent toujours plus, peu importe leur classe sociale. Alors ça, c'est assez bien résumé. Mais ça dépend aussi. Quand on consomme, il faut que ça nous apporte un certain bien-être. Tu sais, les femmes qui veulent toujours être belles, est-ce que c'est pour plaire justement à la gente masculine? Moi je suis plus sûre de ça. Moi, je pense que les femmes, maintenant, veulent se plaire à elles-mêmes. Mais il faut discerner. Il faut discerner entre le plaisir fast-food, c'est-à-dire le plaisir, bing. Là, je vais magasiner, j'achète. Finalement, j'arrive chez nous, je regarde tous les sacs, puis tu te dis, coudonc, je suis mieux. T'as cédé à une pulsion. Tu sais, mais après ça te rend pas heureux. Par contre, quand tu consommes dans des loisirs ou dans un voyage, là, ton plaisir... Ça apporte un bien-être. Oui, ton plaisir est plus grand. C'est pas juste une petite quick fix. À Adonis 2, là, ça apporte beaucoup... Ça, on en reparlera une autre fois de tes... Non, ça apporte beaucoup de plaisir. C'est comme la Mustang. Moi, c'est ma thérapie. Probablement que je serais obligé d'avoir une maîtresse si j'avais pas cette auto. Tu expliqueras aux téléspectateurs éventuellement ce qu'est Adonis 2 et je te donnerai mon point de vue là-dessus. Allez sur Internet, vous allez voir. C'est un club de vacances tout inclus qui fait partie des super clubs. C'est très tout inclus. Ben oui, certain. Toi, tu te promènes à Breeze, puis Couples, puis tes affaires-là, mais ça, c'est pour les personnes plus âgées, n'est-ce pas? Alors, on passe à Janine de Boucherville. Bonjour, Janine. Êtes-vous une consommatrice compulsive? Bien, écoutez, moi, j'ai eu mon temps, puis j'ai adoré ça. Moi, je trouve que c'est pas mauvais d'être compulsif. Pourquoi? Ben, écoutez, parce que c'est sûr que c'est un temps. Je veux dire, c'est un temps. Ça nous procure des plaisirs. Moi, j'ai fait faillite, finalement. J'ai été compulsive à un point où j'ai fait faillite il y a 5 ans. Mais moi, je compulsais des maisons. Ah oui, dans l'immobilier. Bon. Et avant ça, j'avais compulsé autrement. Mais je me suis toujours fait plaisir. Puis finalement, j'ai été au bout de mon idée et je ne le regrette pas. Mais ça, c'est bien. Ce qui m'a perdu, ce sont des locataires. Ce sont la qualité des locataires qui avait changé. Mais sinon, ça aurait pu marcher. Tu sais, dans le fond, on est un petit peu gambler quand on est compulsif. C'est comme du jeu pathologique, là. C'est vrai, c'est une belle analyse. Puis de la pensée magique aussi. On se dit, ça va finir par s'arranger, l'argent va rentrer. Ben, ça nous donne des buts. Hier, vous parliez du stress et c'est certainement relié à beaucoup de compulsions. Et je pense que ça fait partie. Aujourd'hui, c'est difficile de ne pas l'être avec toute la publicité. Et je plains beaucoup les jeunes qui n'ont pas... Moi, j'ai toujours eu du travail. Et ça m'a toujours tenu sur le milieu du travail, mes obligations. J'en suis pas tombée malade, je suis pas une femme malade du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne consomme plus beaucoup parce que j'ai eu mon temps. Alors, vous avez fait votre trip en bon québécois. Je l'ai fait, mon trip. Alors, moi, c'est le témoignage que je peux dire. Au pis-aller, quand tu arrives, tu fais une faillite, puis après ça, tu t'assois. Mais c'est plate, c'est ça. Ben, merci, Janine. Merci. La faillite, de toute façon, aujourd'hui, c'est pas ce que c'était il y a plusieurs années. Mais la faillite est trop facile, peut-être. Ben, je sais pas, mais en tout cas, ça n'a plus le caractère de ça stigmatise plus un individu. Oui, mais tu as vu les études sur l'endettement des Canadiens en général? Quand on fait le poids de la dette, là, les gens n'économisent plus. Ils en mettent plus de côté, ben non. Le prochain coup d'intérêt à la hausse, là, vous allez voir là, les gens qui vont perdre leur maison. Ça se peut pas qu'en banlieue, dans le 450, que la classe moyenne ait les moyens de s'acheter des maisons de 300-400 000 $. Écoute, moi, ça me fascine. Ça me fascine. Je me dis, chaque fois que je me promène, je sais, c'est des maisons avec des tourettes. Ils sont deux là-dedans. Ils sont deux. Oui, mais es-tu allé dans ces maisons-là? Ils ont peut-être même pas de meubles. Non, c'est tout en carton. La poignée branle, c'est tout de l'apparat. Ça va tout être détruit dans 50 ans. Exactement. Mais moi, ça me fascine toujours. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font, ce monde-là, dans la vie? Où est-ce qu'ils font leur argent? Ça prend une chambre pour le boudoir, une chambre pour la femme, une chambre pour l'homme frustré, une chambre de lavage, une chambre de cinéma, une chambre de ci, une chambre de ça. Oui, mais ils n'ont pas de meubles. Ils n'ont pas de meubles, ils n'ont pas de tableaux, ils n'ont pas de livres, ils n'ont pas d'objets décoratifs. C'est du cheap. Moi, ça me fascine, ça. Alors, bon, question Nathalie de valeur, oui. De Boucherville. Bonjour, Nathalie. Allô? Ça va bien? Oui, bonjour. Bonjour, excusez-moi. Alors, expliquez-nous votre compulsion. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais ça pouvoir acheter puis être compulsive sans me sentir coupable. Sauf que dans le métier que je fais, je pense qu'il y en a beaucoup comme moi, des préposés, c'est préposés aux soins de longue durée. Oui. Avec la nouvelle loi, à 70 ans, on va arrêter de travailler. Ça me surprendrait qu'on soit capable de faire ça. Nous, on est morts à 50 ans. Alors, j'ai pas le choix de faire attention. Puis je trouve ça plate. Puis je suis obligée de toujours économiser. Alors, à chaque fois que je fais un achat compulsif, je me sens coupable. Mais calculez-vous, là, avant de faire le choix d'acheter, est-ce que vous ressassez ça en dedans? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je peux? Ah oui. C'est là que le sentiment de culpabilité arrive. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je calcule mon année au complet. Oui. J'ai des enfants. Puis c'est eux qui profitent de ma compulsion. En premier. En premier. Vous êtes une vraie femme, coupable, puis les autres avant vous.
Ben, on n'a pas le choix. Les enfants, il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils aient du plaisir. Eux autres aussi vont travailler un jour comme nous. Alors, je me donne un petit peu de réserve pour moi, mais sauf que eux, je suis contente quand je vois qu'ils sont heureux. Oui, exactement. Parce que je l'ai eu à 30 ans. Moi, j'ai aussi gaspillé mon argent avant d'avoir mes enfants. Puis, j'allais dans les discothèques, dans les restaurants, puis on se payait de la bonne bouffe. C'est le fun. Pardon? C'est le fun. C'est le fun, mais c'est plate quand on n'est plus capable de le faire. Mais est-ce que ça vous a rendu heureuse au moment où c'est arrivé, cette période-là? Cette période-là, oui. Ben, je me sentais un peu désemparée parce que quand on est plus jeune puis on connaît pas l'économie, puis on est tous un peu à l'argent. On aime ça, de l'argent. Hein? On aime avoir de l'argent puis on aime en même temps s'amuser. Mais je peux vous dire qu'économiser, c'est aussi plaisant que de gaspiller. En fait, c'est l'idée de la liberté. L'argent, c'est la liberté. En tout cas, de ne pas se sentir coupable. Oui, c'est ça. Exactement. C'est le pire. Mais merci, Nathalie. Merci. Au revoir. Super intéressant. Alors, c'est l'heure d'aller à la pause et au retour, on va poursuivre les appels et les courriels. Êtes-vous un consommateur ou une consommatrice compulsif? Voilà. Alors, quelques courriels avant de passer aux appels. Ici, Céline, 27 ans de Longueuil, nous dit « Bonjour, pour ma part, mon dernier achat compulsif, ce fut au Village des Valeurs et c'était en solde à 50 %. J'ai dépensé 28 $ et c'était la première fois que j'y mettais les pieds. Et moi, j'y vais de temps en temps. C'est un très bon magasin. Et aussi, je vais à l'Aubainerie encore. » Écoute, moi, j'ai été longtemps une fan du Village des Valeurs. Faut que tu fouilles, par exemple. Oui, mais moi, j'achète pas des vêtements. Tu sais ce que je cherche là-dedans? Toutes sortes de cossins, de la bibelot, des porcelaines. Écoute, j'ai trouvé des trucs formidables. Moi, je suis une fan de vaisselle ancienne et de trucs, et de nappes, des nappes des années 40, 50. Là. Écoute, j'ai trouvé des affaires merveilleuses. Il faut juste passer l'odeur et puis s'en aller d'un bon pas. L'odeur? Oui, je trouve que ça sent la vieille guenille recyclée. Comme chez les antiquaires, ça sent le vieux. Oui, mais on aime ça. Ici, j'ai un consommateur compulsif à 13 ans. Le petit gars écrit, dit, j'ai 13 ans. Je suis sûrement le plus jeune endetté de la planète. Comment ça? Je suis un acheteur compulsif. J'achète souvent sur un coup de tête. Si je n'ai pas l'argent, je le demande à mes parents, qui disent non des fois, à mon jeune frère, que je rembourse quand je garde. Souvent, je regrette mes achats, mais je ne me dompte pas, je recommence. Ah oui, le petit gars est déjà conscient à 13 ans. Mais l'éducation est importante là-dedans, dans les valeurs familiales. Moi, mes parents m'ont élevé de la façon suivante. Ils disaient, tu veux t'acheter de quoi? Travaille pour. Ça, je pense que c'est le plus bel héritage que tu peux pas laisser à ton enfant, c'est ça. Tu veux de quoi? Il faut que tu travailles. Tu peux pas donner de l'argent tout cuit dans le bec. Comment c'est une façon? C'est une façon d'être. C'est une façon... Ça, je comprends donc. C'est une façon correcte. C'est une façon ancienne. Moi, j'ai un peu... Comment ancienne? J'ai un peu de misère. La valeur du travail et de l'argent, c'est important. J'ai rien contre la valeur du travail. Sauf que on va souvent entendre des parents d'aujourd'hui dire, dans mon temps, il fallait que je travaille. Puis les jeunes d'aujourd'hui, ils ont tout. Mais c'est eux autres mêmes qui leur donnent aux jeunes d'aujourd'hui. Tu sais, c'est paradoxal comme façon de. Ben, écoute, moi, ma fille, ma plus vieille, va être en âge bientôt de commencer à travailler. Là, elle va avoir 15 ans bientôt. Puis elle va travailler si elle le veut. C'est correct. Une magnifique enfant, d'ailleurs, que j'ai vue. Oui, qui a eu 100 % à son examen de français du ministère de l'Éducation. Formidable. Bravo, j'en suis fier. Alors maintenant, on passe à Nancy de Repentigny. Bonjour, Nancy. Bonjour. Alors, êtes-vous compulsive ou non, pas raisonnable? Du tout. Pas du tout. Moi et mon conjoint, on a un principe. Quand on achète quelque chose, on ramasse l'argent. Oui. On le paye cash. Et puis, ce qui est à nous est à nous. Donc, vous n'êtes pas endetté jusqu'au cou, vous, là? Non, pas du tout. Nous, ce qu'on a fait il y a 2 ans, on s'est bâti. C'est une autoconstruction. On a fait ça très simple. Et puis, c'est sûr qu'on aurait pu, on a 2 bons travails, on aurait pu... pour acheter une maison comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est le paraître, oui, et l'argent. Oui. La grande maison, les 2 voitures, le bébé, le chien, tout est beau. Oui. Le petit kit de la banlieue du 450. Exactement, sauf que les gens sont dans leur maison à regarder leurs 4 murs et à pas pouvoir sortir. Puis à s'engueuler. Oui. Parce qu'ils sont cassés comme des clous. Ouais. Nous, on a un petit bébé de 8 mois. Bravo. Puis, merci. Ce qu'on fait, c'est ça, on essaie d'en avoir le plus avec notre argent. Et puis, le plus dans le sens qu'on économise beaucoup. Et puis, moi, j'ai pris un congé 2 ans et demi avec mon petit bébé parce que je l'ai pris sans sol. Puis mon conjoint, on va vivre avec un des 2 salaires. Et puis, on veut donner vraiment du temps de qualité à notre Mais vous sentez-vous un peu en dehors de la traque ou est-ce que vos gens là, dans votre milieu vous regardent puis ils vous comprennent pas?
Ah, tout à fait, tout à fait. Nous, dans notre maison, on a fait un petit peu du camping, si on veut. Moi, ça a pris 8 mois avant que j'ai mes armoires de cuisine. J'avais mis ma vaisselle dans des petits meubles et tout ça. Bon, quand on a eu les sous, on est allé. Le bébé était pas là à l'époque. Et puis, c'est sûr qu'autour de nous, les gens nous regardent, puis c'est vraiment... c'est ça. Aujourd'hui, la maison est terminée, est finie, on est super contents. Mais ils comprennent pas notre train de vie, mais c'est ça. Nous, l'important, c'est que vous soyez bien là-dedans. Est-ce que les autres pensent, à la limite, là? Si vous êtes d'accord, madame a l'air tout à fait bien là-dedans. Ça n'a pas l'air de sacrifice ni de... Oui, puis elle fait passer les valeurs familiales avant. Bravo, Hélène. Nous, on n'est pas riches, merci beaucoup. Mais c'est à Au revoir. nous. Merci. Alors maintenant, Nancy de Repentigny. Bonjour, Nancy. Êtes-vous une consommatrice compulsive, Nancy? Bonjour, Crispa de Montréal. Bon, écoutez, là, le télésouffleur est un peu démantibulé. Bonjour, Crispa. Allô? Bonjour. Crispa, êtes-vous là? Je voulais dire quelque chose. Crispa n'est pas là. En attendant, Crispa, je me disais quelque chose dont on s'était parlé tous les deux, qui était le rapport émotif aux achats. Oui. C'est-à-dire, la surconsommation, c'est quoi, dans le fond? C'est acheter sous une impulsion émotive. Toi, tu me disais, par exemple, quand je suis déprimée, je m'en vais chez Winners, puis je fais une radio. Je vais magasiner. Ouais. Et moi, je te dirais... Quand je suis déprimée, je peux aller magasiner, mais quand je suis contente de moi et j'ai fait un bon coup, ben là, il faut que je me récompense. Là, je vais au McDo puis je me prends 2 trios. Un numéro 5, un numéro 9. Ben non, quand même. Extra mayonnaise. Quand même. Puis le numéro 5, bacon fromage. Je pense qu'un médecin qui va je m'empiffre. Il devrait avoir un médecin sur le plateau pour te faire des prises de sang. Tu vas avoir un cholestérol dans le tapis. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai. Quand on est déprimé, on se dit, ben écoute, on va essayer de se remonter le moral, on va changer les idées, on va aller un peu magasiner. C'est comme en français, on dit ça, un quick fix. Oui. T'sais? Un petit quickie. Quick fix. Oui, quickie. C'est une satisfaction rapide. C'est ça, exactement. Parce qu'on n'est pas capable de vivre avec le vide que ça crée chez nous, toutes ces émotions-là. Alors maintenant, on a retrouvé Hélène de Saint-Eustache. Bonjour Hélène. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je le suis pas, Allô? Mais le père de ma fille l'est beaucoup. Ah oui? Oui, je dirais qu'il est dans une bonne situation, mais pas quelque chose là, pour dire qu'il est riche. Il gagne à peu près 600-700 par semaine. Ça, c'est votre conjoint, ça, dont vous parlez? Non, c'est le père de ma fille. Le père de sa fille, le père de votre fille, OK. Moi, c'est parce que je peux pas... je pourrais pas le devenir de toute façon, là. Pourquoi? Je suis sur l'aide sociale avec un enfant. Donc, vous devez vous organiser avec l'argent que vous avez. Là. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas de marge de manœuvre. Même moi, là, j'ai de la misère à aller chercher une petite gâterie à la fin du mois. Ça, c'est de la simplicité involontaire. Oui, mais je crois que je suis contente de passer par là. Oui? Oui, parce qu'après, quand je vais pouvoir travailler, je vais la connaître, la valeur de l'argent. Oui. Vous allez apprécier ce que vous allez Mais comment vous faites? Admettons, vous avez des périodes plus difficiles, là, puis vous devez consommer par besoin. Qu'est-ce que vous faites pour pallier à ça? Je comprends pas beaucoup votre... Non, mais admettons, là, vous voulez acquérir quelque chose. Là, vous êtes sur l'aide de dernier recours, l'aide sociale, vous n'avez pas les moyens. Comment vous faites pour vous rabattre là, en disant, mais je peux pas, là... Comment vous faites pour passer à... Qu'est-ce que vous vous dites intérieurement pour passer à travers? Ah, c'est pas compliqué, je n'ai pas l'argent. Puis ça s'arrête là? Oui, j'ai jamais été gâtée pour tout ce qui est matériel. Sauf que moi, pour mon Dieu, j'ai été gâtée autrement. Oui. Puis, depuis que je suis très, très jeune, on n'avait pas tout ce qu'on voulait, ni à Noël, ni à notre fête. Je pense que s'il y avait beaucoup de gens qui passeraient par là, il y en aurait moins de consommateurs compulsifs. Oui, il y aurait moins après, là, quand il y aurait une plus belle situation, je pense que je serais capable de tout gérer ça. Ça m'arrive des fois de pouvoir me prendre un petit quelque chose à 5-6 piastres à la fin du mois. Si je peux pas pendant, il arrive tout le temps des imprévus que tu peux même pas imaginer. Merci, quoi. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Bon courage. Alors, c'est le temps d'aller à notre ami, à Québec, en duplex. Bonjour, Dave. Bonjour Geneviève. Bonjour Stéphane. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient dans l'actualité ce matin, puisque c'est l'Association des propriétaires du Québec qui lance aujourd'hui un site Internet avec la liste des jugements à la Régie du logement. Oui. Donc, on va rendre publique la liste des mauvais payeurs. Ah oui, mais écoute, c'est déjà accessible sur le site de la Régie. On n'a qu'à faire la petite recherche. Ah, mais ça prend un numéro de dossier sur le site de la Régie. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Oui. Ou encore, vous pouvez vous rendre à la Régie du logement sur place et avoir accès au jugement. Mais c'est pas disponible à tout le monde et c'est pas tout le monde qui va se déplacer. Donc là, la liste des mauvais locataires. Exactement. Sur un site disponible de l'Association des propriétaires du Québec. Alors, est-ce qu'on doit effectivement publier cette liste noire des mauvais locataires? À mon sens,
Non. Ben écoute, Dave, de toute façon, quelqu'un peut le faire au palais de justice, c'est public. Mais même à ça, est-ce qu'on va retirer mon nom de la banque, j'espère? Mais c'est pareil pour les pédophiles. On veut pas les rendre publics, visibles à certains endroits, mais si on va au palais de justice, on est capable d'avoir les noms. Oui, puis on devrait les placarder ces poteaux de téléphone. Si on le fait pas pour les pédophiles, pourquoi on le ferait pour les mauvais payeurs? Ben, on devrait le faire pour les deux, peut-être. Mais Stéphane, ça, c'est une mentalité que je trouve terrible. C'est la mentalité du lynchage sur la place publique, du tribunal populaire. On va retourner au Moyen-Âge. Mon écœurant, on va te lapider sur la place publique. Mais ça fait penser au gars. Non, mais Dave, tu sais, le gars près de la rue Cartier, là, le métro, c'est un métro, il publiait les mauvais payeurs dans ses fenêtres. J'ai rencontré d'ailleurs, effectivement. C'est bon, ça. Et il courait après les voleurs, là. Oui. C'est bon. Bon, la justice populaire, ça n'a pas toujours son bon côté. Dans une société civilisée, mais attends une minute, là. Savez-vous pourquoi on en est rendu là? Parce que les juges n'ont pas de jugement et ils n'ont jamais imposé des sentences qui avaient de l'allure. C'est pour ça que la justice populaire... Moi, je suis d'accord avec ce registre. Non, mais Geneviève, je suis d'accord avec le registre des mauvais locataires si on accepte de publier le registre des mauvais propriétaires. Ah. Oui. Mais même à ça, il y a des mauvais propriétaires. Mais même à ça, toute cette tendance, là, moi, là, on va les lyncher sur la place publique. Ouais, parce que les tribunaux n'ont pas de couilles. Je trouve ça terrible. Bon, ben écoutez, on va écouter ça à midi. C'est un beau sujet pour nous. On pourrait se prendre avec ça. Oui, mais ceux qui veulent aller au registre des... Merci Dave. Excusez-moi. Belle cravate et belle chemise, Dave. Un beau camailleux. Merci. Un beau quoi? Un camailleux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, des mots savants de même. C'est le contraire de toi. Pour ceux qui veulent avoir accès au registre des pédophiles aux États-Unis, vous allez sur www.mapsexoffenders.com et vous allez voir à telle adresse, vous avez l'entourage des pédos qui restent avec leurs photos, leur dossier judiciaire, les conditions et tout. C'est merveilleux. Puis tu sais, en même temps, il y a une de mes idoles qui est Oprah Winfrey. Et Oprah, ce qu'elle fait en ce moment, de concert avec le FBI, elle demande aux gens dans les différentes localités, les régions, elle donne la photo d'agresseurs d'enfants de notoires et elle demande à la population de faire de la délation finalement. Ben oui. On l'a vu à telle place et elle donne des montants d'argent pour récompenser ces gens-là. Bravo. Le motif de base, disons, est juste, mais la manière... Oh, mon Dieu. La manière de la gauche, encore une fois. Donc, c'est le temps d'aller à la pause. On va aller fumer ça, mes amis. On n'en peut plus. Alors, êtes-vous un consommateur ou une consommatrice compulsive? Alors, quelques courriels avant de conclure avec les derniers appels aujourd'hui. Ici, Simon de Jonquière, un courriel assez particulier. Au lieu de m'acheter des produits de toutes sortes qui vont briser en quelques mois ou des TV Hebdo qui ne servent à rien, j'aime mieux fumer mon joint qui coûte à peu près 5 piastres et m'amuser à admirer la nature. Un contemplatif, c'est bien. Ben oui, et ici, j'ai Francis qui dit, moi, j'ai été un consommateur compulsif âgé de 22 ans. J'ai à peu près tout acheté, que ce soit de la drogue, de l'électronique, du beau linge. Et finalement, j'ai réalisé que ce n'était pas ça les vraies valeurs de la vie. Et il s'apprête à marcher en Europe et traverser l'Europe à pied, une espèce de simplicité volontaire renouvelée. Puis c'est bien parce que c'est un jeune homme, il n'a pas attendu notre âge pour faire ce constat-là. Ouais. Tu sais qu'on a des téléspectateurs qui sont très lettrés. Alors, il y en a un qui nous cite Rousseau, c'est excellent. Jean-Jacques Rousseau. Gigi. C'est un gars de 18 ans qui nous dit « L'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté, celui que l'on pourchasse est celui de la servitude. » Oh, on va fumer ça en fin de semaine? Non, mais c'est excellent. Et j'en ai un autre extrêmement drôle d'une dame qui dit « Mon mari est un consommateur de petites annonces et je ne sais jamais avec quoi je vais me ramasser. » Il y a des gens aussi qui sont sur eBay. Des petites annonces. eBay, ça, c'est le nouveau casino des temps modernes sur eBay. Alors, par exemple, il m'a déjà acheté une chainsaw, c'est le fun, pour mon anniversaire dans les années 80. Une chainsaw, c'est une femme qui écrit? Oui. Il ne comprend pas que ce soit le seul cadeau que je me souvienne en 37 ans de mariage. Il y en a qui vendent leurs sous-vêtements sur eBay. Ses chums m'appellent pour me demander la scie lorsqu'ils en ont besoin et c'est devenu le running gag de notre entourage. Voilà. C'est bien. C'est pour ça qu'on a fait Chainsaw Massacre Revisited. Alors, Crispa de Montréal. Bonjour, Crispa. Oui, bonjour. Bonjour. Vous voyez, je pense qu'on l'est tous un peu les consommateurs compulsifs. Puis c'est un peu, on pourrait dire, à cause peut-être l'accessibilité de l'argent qui n'existe pas, le virtuel, la carte. Oui, l'argent en plastique. La carte de plastique. Moi, j'étais dans le Canadian Tire, puis on m'a offert la carte, puis j'étais sa CSST, pour me le donner pareil. Ben oui. Tu sais, ils donnent les cartes à n'importe qui. Alors, les gens, on est comme des faux bourgeois en réalité. On a de l'argent, puis on peut dépenser, et puis... Ça n'a pas de réalité. L'argent n'a pas de réalité. C'est ça. Tu la sors pas de ton portefeuille. Moi, j'avais quelqu'un sur l'aide sociale qui est venu me voir et me demander dans le temps que je pratiquais le droit. Puis justement, on y avait offert une carte de crédit par la poste.
Elle l'a empli, puis elle a fait faillite. Il les propose à des très jeunes gens, des étudiants de plus en plus jeunes. Ben oui, on se fait même solliciter à l'école là-dessus. C'est épouvantable. Eh oui. Et c'est un peu à cause de ça, je pense que les gens sont devenus compulsifs. Veut pas, on le devient. On l'est tous un petit peu. La bouteille de kick sur les tables de cuisine a été remplacée par la bouteille de vin. Et puis, moi, je me suis dit... C'est meilleur pour la santé, monsieur. Non, c'est ça. Mais par contre, on est comme devenus tous des petits bourgeois en réalité, puis on l'est pas. C'est comme si on veut que la classe moyenne existe plus. Et la classe riche, on n'a plus de classe pauvre. Mais il y en a même plus. En fait, il n'y en a plus de classe moyenne. C'est de la classe pauvre, on va dire. C'est ça, en réalité, ça tend vers ça. Là. Ou très riche. Merci, Crispa. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, un dernier rappel pour aujourd'hui. Stéphane de Saint-Hyacinthe, bonjour. 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 Êtes-vous compulsif? Très compulsif, je crois. Êtes-vous compulsif? Oui. Expliquez-nous ça. Juste une fois, je passais à la balayeuse avec une balayeuse Electrolux, là, puis j'avais plus de sac, il était plein, puis je suis parti, ma blonde, elle me fait plus de confiance. Je suis parti, puis je pars pendant 3 heures, je suis revenu avec une balayeuse centrale. Ça a coûté 150$. Donc, il ne faut pas vous envoyer acheter un paquet de cigarettes, vous? Non. Ben, ça c'est un gros problème, ça aussi. Je vais faire l'épicerie, je pars pour chercher rien que du lait ou de la crème, puis je reviens avec 170$ d'épicerie. Et Seigneur, vous faites des longs détours, hein? On pourrait faire une ride ensemble? Ben, j'aime ça dépenser, il y a ça, là. Oui. Moi, je me dis qu'on travaille assez fort, que ça passe le temps, puis ça prouve au moins que tu travailles, ben, tu peux une petite récompense. Ben, Stéphane, c'est tout le temps qu'on a. Il y a sûrement une souffrance intérieure qui vient avec ça, Stéphane. Je vais pas faire ma petite salon. Là, bonne chance. Oui, fais pas un Doc Mayou de toi-même. Non, t'inquiète pas. Alors, en attendant ça, on va aller fumer ça jusqu'à demain. On vous souhaite une très belle nuit. Bonne journée. Bye-bye. Bonjour, mesdames et messieurs. Bon matin, jeudi le 15 juin. C'est jour de paye aujourd'hui. Comment vous sentez-vous dans votre salon? Parce que le thème aujourd'hui, je voulais que ce soit, êtes-vous une consommatrice compulsive? Mais finalement, le comité de la censure a statué. Êtes-vous un consommateur compulsif? N'est-ce pas, Geneviève? T'es bien mal placé pour parler, mon excellent Stéphane, puisque tu m'as toi-même avoué que tu étais un consommateur compulsif et que l'argent te brûlait entre les doigts. Alors, c'est une question de nature et non de genre. Exactement. Mais moi, je ne renie pas mes gènes féminins. Du tout. J'en suis fier, d'ailleurs. C'est bien. Toute ta belle sensibilité, ton caractère ouvert, chaleureux, dynamique, c'est ça? Métrosexuel. Oui, métrosexuel. Regardez écoutez, mon bel habillement ce matin en vert pomme. Il faut que je me fascine. Voilà des gens extrêmement riches. Mais c'est des gens d'affaires. Des gens d'affaires, mais extrêmement riches. Et ce gouvernement-là, le gouvernement Charest, on dirait qu'il se comporte comme le gouvernement Bush. C'est-à-dire, donnons de plus en plus aux riches. Graissons nos amis les riches qui finance notre caisse électorale et à qui, finalement, on fait un renvoi d'ascenseur. Je trouve ça à sa face même. On le voit, là, c'est pas transparent, pas en tout, c'est gros comme le... Mais en fait, au contraire, c'est la transparence. La preuve que ça fonctionne au Québec, c'est la loi sur le financement des partis politiques oblige la publication des noms de toute contribution de 200$ et plus. En fait, alors, on est là, les preuves. C'est quoi le problème? En fait, c'est pas que c'est pas transparent, c'est qu'on a une apparence de conflit d'intérêts immense. On a une apparence de partisanerie, de népotisme. C'est gros comme le nez au milieu de la face, puis on se fait passer ça dans la face. Mais comment se fait-il que Louise Arel, en chambre hier, à la période de questions, le dit à l'Assemblée nationale sous le couvert de l'immunité parlementaire, mais elle n'a pas le courage de le dire publiquement? Parce qu'elle veut pas avoir un huissier qui l'écœure puis qui donne un papier à 8h moins quart à la tomate comme toi. Ah, donc toi, t'en veux un huissier? Mais non, j'en veux pas d'huissier. Moi, moi, ce que je fais, je rapporte ce que je lis dans les journaux, voilà. Mais tu peux pas me dire que tu trouves ça normal, sincèrement. En tout cas, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand tu vois ces gens-là, puis la richesse, moi, ce qui me fascine, c'est que ces gens-là sont ultra riches. Ils siègent sur un paquet de conseils d'administration. Ils mangent à tous les râteliers, puis ils en veulent encore. Mais au-delà de la contribution politique, Geneviève, moi, je pense que où le bas blesse dans Harford, c'est qu'il n'y a pas personne qui est capable de nous convaincre du bien fondé du projet. On ne fait pas du développement durable avec le mont Harford en construisant des condos. Non, sans doute pas. Bon. Sans doute pas. Et là, ça nous amène à parler d'un autre sujet en matière d'environnement, le fameux port méthanier à Québec. Les gens de Québec qui vous nous écoutez, le projet Rabasca, on apprend qu'il y avait probablement des études environnementales qui
critiquait ou supportait le projet, peu importe. Et quand on demande où sont les études n'existent pas. C'est pas la première fois. Claude Béchard est-il en train de perdre sa crédibilité? Souvenez-vous du pont de l'autoroute 25 il y a 2 mois, quand le Conseil régional de l'environnement de Montréal... Contre quelque chose. Oui, tu sais que tu es devenu, je dirais pas une icône de mode, mais presque. Presque, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de tes cravates. Alors, j'ai un ami styliste. Dolce Gabbana ce matin, belle cravate italienne. C'est pas le motif. Non. Et une dame. C'est l'agencement, quoi. Marie-Claude a dit que c'est beau, elle. Et une dame d'Outremont qui me disait, ah, mais ce maire, il est fantastique, mais ses cravates, dites-lui, ça va pas du tout. Alors, à Outremont, imagine-toi. Alors, sais-tu, c'est quoi le problème? Dis-moi pas qu'on s'abaisse à nous écouter à Outremont. Ben, les gens t'adorent. Les femmes t'adorent. Les femmes de certain âge, d'ailleurs. De certain âge, c'est rassurant. Ça veut dire que je pogne auprès de... Mais tu pognes auprès de toute la gente féminine. Mais sais-tu, c'est quoi le problème? C'est un problème de matière et de texture. Quand on porte une chemise d'une matière mate, on se met pas une cravate brillante comme hier et le contraire. Ah. Alors, tu peux juste apprendre ça. Sinon, moi, j'aime bien tes agencements... hétéroclites. Oui, mais très anglais, très Paul Smith, là. On peut vivre avec ça. Bon, mais pense à tes matières. Alors, ils sont plusieurs à regarder ça chez toi. Parlant de choses controversées, on quitte l'habillement maintenant pour parler d'Orford. Apparemment, il y aurait quelque chose bizarre entre les contributions au parti politique du Parti libéral. Vous l'avez vu dans les journaux ce matin, on apprend que plusieurs personnes proches de la compagnie Mont Orford Inc. ont contribué à la caisse du parti. Est-ce un péché? Non, on tombe en bas de nos chaises. Comment ça? Ça fait longtemps. C'est le vieux patronage qu'on a toujours connu. Les libéraux à Bromont et tout ça ont toujours été pris dans des histoires de la sorte. Tu contribues, le parti te rétribue finalement. Ah oui, le retour d'ascenseur. Mais si c'était des péquistes qui avaient contribué, est-ce qu'on en ferait un plat? Si c'était des péquistes qui étaient promoteurs auprès de Mont Orford? T'es tellement malhonnête. J'ai entendu ce matin dire cet argument-là. T'es tellement malhonnête. Parce que regarde, là, on parle pas de n'importe qui. Là, on parle de Claude Boulay, qu'on a vu dans les audiences du scandale des commandites. Son excellente épouse, Diane Deslauriers, toute pimpante et vêtue de couleurs vives, elle aussi qui a contribué. Ensuite, on trouve Paul Gobeil. Paul Gobeil, c'est un homme, je pense, c'est ça qui